Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Cours 8 maintenant. Voilà, ça avance, ça va vite. Bienvenue à nos rendez-vous hebdomadaires. On se voit une fois par semaine, on se parle. On prend un café. Oh non, là, j'ai pas de café, mais on va faire comme si. Puis on regarde ensemble un peu le contenu, qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module 8? Qu'est-ce qu'on a fait en classe? Qu'est-ce que vous pouvez vous contenter de faire à l'audio? Puis qu'est-ce que vous devrez faire comme effort supplémentaire pour être sûr d'atteindre les objectifs du cours? C'est le programme que je vous ai préparé aujourd'hui. D'abord, l'examen de mi-session est fait. Bravo. J'espère que ça a bien été. J'ai pas eu trop de. J'espère que ça ne vous a pas trop donné des maux de tête, pas trop de problèmes techniques non plus. En fait, j'ai eu un courriel de problèmes techniques, ça s'est vite bien réglé. Donc, pas trop de courriels avec des points d'exclamation, là. Donc, j'imagine que la formule vous a plu. C'était une pratique, je dirais, pour l'examen final. C'est un peu le but de cet examen de mi-session. Je comprends que c'est à distance. Je comprends qu'il y a de la triche qui est peut-être possible. Mais le but, c'est de réduire les tensions, la formule, les pressions plutôt. La formule mariage, c'était un peu pour ça. Vous permettre de faire une évaluation sommative dans un contexte qui est peut-être plus contrôlé et relax pour vous. Voir un peu le genre de questions d'examen que je pouvais formuler, puis voir où je puisais la matière. Puis vous avez bien vu là, qu'il n'y a pas de surprise. J'ai annoncé les objectifs pédagogiques pour chacun des modules. Puis typiquement, mon examen est construit en toute cohérence avec avec ses objectifs pédagogiques. Donc, j'espère que vous avez aimé la formule. Si vous avez des rétroactions, ben, faites-les sur les forums de discussion peut-être ou envoyez-moi ça par courriel. Là. J'essaie toujours de bonifier la formule du cours et les évaluations de ce cours. Donc, pour vous, pour vos futurs collègues, n'hésitez pas à me donner des rétroactions. Je suis toujours preneur. Donc, les examens de mi-session, c'est fait. Reste la correction. Et ça, c'est Janie qui va avoir le mandat de corriger tout ça. Vous devriez avoir vos corrections là, d'ici le vendredi 17, peut-être. Oui, vendredi 17. Bon, autour de 17 heures, là, à la fin de la journée. Du moins, c'est les attentes que j'ai transmises à Janie. Attention, Red Alert ou Alerte rouge. Le TP2, ça s'en vient. C'est dans 33 jours que vous devrez remettre ce TP2. Donc, le gros TP2 là, que je vous parlais en début d'année, en fait, pas 33 jours, 26 jours. Euh, Si vous sentez un peu d'urgence, ben, vous allez souhaiter avoir des instructions concernant le TP2. Puis, les instructions, je les ai données en classe. Mais en même temps, si vous n'étiez pas là en classe, je me suis permis de concevoir un épisode extra là, qui sera seul et que vous pourrez télécharger seul. Euh, c'est l'épisode 72. Et dans cet épisode, je fais le résumé de mes principales instructions concernant le TP2. Donc, lorsque vous sentirez ce sentiment d'urgence, je vous suggère de peut-être l'écouter avant de commencer les travaux pour être sûr d'aller dans la bonne direction, puis peut-être le réécouter cet épisode-là à la toute fin des travaux quand vous serez prêt à remettre vos travaux. Comme ça vous permettra de valider si ce que je demande dans mes instructions, c'est tout là. Donc, vous pouvez lire les instructions, évidemment, c'est toujours possible, ou réécouter là, cet épisode 72. L'important, là, c'est de vous assurer qu'à la fin, lorsque vous remettez votre TP2, tout y est. Donc, tout ce qui a été demandé, les critères, les demandes de votre humble professeur, vous y avez bien répondu. OK, le module 8 maintenant. De quoi parle-t-on dans ce module 8 et qu'est-ce que vous avez à faire pour atteindre les objectifs de ce module? Disons que c'est un module qui est très important. Hein. C'est un module qui cible le problème éthique
peut-être le plus commun dans l'exercice de votre profession. Du moins, c'est l'archétype, je dirais, du problème éthique propre aux professionnels. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Dans la littérature, vous allez trouver toutes sortes de textes autour du conflit de loyauté. Parfois, c'est désigné comme le problème du double chapeau, donc le problème d'allégeance ou conflit d'allégeance, c'est une autre façon de le désigner. Mais le problème reste toujours le même. Il est très commun. C'est un conflit entre le rôle du professionnel et son rôle à titre d'employé. Donc, il y a une tension qui se dessine ici. Puis, je vais me permettre, au moins dans cet enregistrement audio, là, de vous l'expliquer très sommairement, mais quand même, là, il y aura une bonne partie de la matière qui sera dans cet épisode. Le problème central qui se posera bientôt dans l'exercice de votre profession, c'est le problème suivant. Est-ce qu'il est possible de concilier l'état de subordination, vous serez bientôt des subordonnés parce que vous serez bientôt des employés. Est-ce que c'est possible de concilier cet état de subordination avec votre statut d'employé? Donc, le statut d'employé, est-ce que c'est possible de le concilier plutôt avec votre statut de professionnel? Deux statuts. Comment concilier le statut d'employé avec le statut de professionnel, lequel statut de professionnel exige l'exercice d'autonomie, de jugement là, dont nous avons parlé dans les derniers modules. Est-ce que vous allez être capable, bientôt, d'exercer votre jugement professionnel, qu'on souhaite libre et autonome, malgré votre statut d'employé et salarié? Il y en a plusieurs qui pourraient être tentés de se dire ça, je vais être salarié, j'ai un patron, je vais écouter ce que le patron dit. C'est pas plus compliqué que ça. Puis d'autres diraient, non, il faut exercer le jugement, puis être libre. Puis parfois dire le contraire du patron si nécessaire. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Puis sur quoi je peux m'appuyer pour contester ce genre de demande? Donc voilà la question là, qui est peut-être la mieux, qui illustre peut-être le mieux le cœur du problème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous encourage à aller visionner l'étude de cas que nous avons fait en classe. Vous allez avoir accès à l'enregistrement peut-être pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que le conflit de loyauté, je l'ai mis sous la forme d'une étude de cas, mais à la fin, c'est inspiré d'une vraie étude de cas. Donc, de vrais cas avérés où on a exactement ce genre de conflit-là entre votre statut de travailleur, salarié, et le statut de professionnel qui parfois doit dire non à l'employeur. Donc, la question que j'ai posée en classe, c'est quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis en classe, c'était même pas ça, là, c'était plutôt quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui semble vous demander de vous éloigner peut-être de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, il y avait ce doute-là. Là. Puis est-ce que lorsque vous avez un doute, est-ce que c'est possible de contester l'autorité patronale, puis de quel droit? Donc, il y en a des problèmes comme ça dans l'exercice de la profession. Votre patron, il ne vous demandera pas de voler ou de frauder, ou si ça arrive, là, sauvez-vous puis courez. Mais typiquement, c'est votre patron risque parfois, certains, de vous demander de poser un geste qui s'éloigne légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles. Et pourquoi? Toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Là, typiquement, c'est souvent pour prioriser peut-être les intérêts financiers de la compagnie. On pourra vous demander, par exemple, de tolérer légèrement un petit risque. Un petit risque là, qui peut être lié à la qualité, fiabilité, sécurité, santé publique. Nommez-les. Là. Habituellement, on ne vous demandera pas de devenir des dangers publics, mais plutôt de faire quelques compromis. C'est comme ça que ça va être formulé. Puis voilà, quoi faire lorsque votre patron vous demande de faire ce genre de petits compromis et vous pensez que ce n'est pas une bonne idée de le faire.
Donc, j'espère que vous reconnaissez un peu vos TP1 là, dans cette formulation-là, parce que j'en ai croisé plusieurs des TP1, les problèmes que vous m'avez soumis, là, il y en a plusieurs qui étaient articulés de cette façon-là. Donc, pour vous, là, si vous reconnaissez un peu votre TP1, il y a dans le module 8 beaucoup de pistes de solutions pour vous, beaucoup de faits et de normes qui vous permettront de mieux résoudre votre problème. Parce que pour résoudre un problème, Legault vous le disait là, dans la fameuse grille de Legault, mais que maintenant vous connaissez par cœur, là, j'ai vu vos examens. Legault, il vous dit, pour cerner un problème, ici, si on tente de cerner le problème, ben, on regarde les faits. Hein. D'abord, vous avez un contrat de travail. Ça, c'est clair. Vous êtes un employé. Donc, typiquement, vous devez allégeance à votre employeur. Il vous a fait signer un contrat de travail. C'est pas rien comme promesse, là. Vous avez mis votre signature, puis vous avez dit, OK, tu me verses un salaire, puis moi, j'accepte de me soumettre à tes demandes. Et donc, c'est une promesse qui a la force, on dit force de loi, là. C'est un contrat, on dit que c'est les lois entre les parties. Hein. C'est des lois qui munissent au parti qui est en face de moi, c'est-à-dire mon employeur. Entre mon employeur et moi, il y a des lois et ces lois-là sont consignées dans un contrat de travail. Donc, vous avez promis allégeance à votre employeur. Vous avez co-signé votre beau contrat de travail, puis vous avez négocié à la hausse un très beau, très beau salaire. Donc ça, c'est le contrat de travail. C'est la première partie, je dirais, de l'équation. Et de l'autre côté de l'équation, d'autre part, vous faites partie d'un ordre professionnel. Pas encore, ça s'en vient, je vous le souhaite. Mais d'autre part, vous n'êtes pas que des employés. Hein. Vous faites partie d'un ordre professionnel. Vous avez l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle. J'espère que c'est bien compris maintenant. Puis ce code de déontologie découle du code des professions. Vous l'avez vu passer dans le système professionnel, qui, lui, est sous la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel. Savez-vous c'est qui? Ben oui, vous le savez. Sinon, vous irez réécouter. Vous faites vos recherches. Madame McCann, rappelez-vous. Donc, qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, là, ces lois-là, le système professionnel, les lois, le code, votre code de déontologie, ça aussi, c'est à force de loi. Donc, le contrat de travail, à force de loi, et vous donne le statut d'employé. Et le code professionnel, le code des professions plutôt, lui aussi à force de loi, et vous donne votre statut qui est le statut de professionnel. Et quoi faire devant un conflit où vous devez choisir l'un des deux? Vous devez choisir de prioriser l'un ou l'autre. Qui a le plus de force? Quelle loi a le plus de force? Quelle autorité a le plus de pouvoir sur vous? Est-ce que c'est votre ordre ou votre patron? Est-ce que c'est le public ou votre client, qui est aussi votre patron, rappelez-le, rappelons-le, je vais le dire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs pistes de réflexion, de réponse, notamment dans le module 8. Il y a plusieurs textes aussi vers lesquels j'ai pointé pour vous aider à répondre à ces questions. Toutefois, parce que vous m'écoutez en podcast, je vais me permettre de vous résumer l'essentiel de ces réponses. Parce qu'il y a quelques réponses que je donne dans le cours. Ici, là, je vais vous formuler quelques réponses de façon plus dense peut-être, mais à l'audio, là, vous êtes souvent plus intensément à l'écoute de ce que je dis. En classe, il y a toutes sortes de distractions. À distance, on n'en parle pas. Les gens sont des fois un cellulaire à la main, la télévision derrière. On essaie d'écouter le prof en même temps. Mais là, vous êtes à l'audio, donc je vous demande de me donner toute votre attention, puisque je vais vous résumer peut-être l'essentiel de ce qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui. En résumé, puis je l'explique dans l'enregistrement de cours, si vous voulez avoir plus de détails, il y a 3 outils qui peuvent vous permettre de trancher. Hein, je vous disais, le conflit entre un conflit de loyauté, entre votre employeur et votre ordre professionnel, donc entre le code des professions
et votre contrat de travail, il y a 3 outils qui peuvent vous permettre de trancher lorsque vous souhaitez contester l'autorité patronale. Hein. Si vous ne souhaitez pas contester l'autorité patronale, il n'y en a pas de problème. En fait, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de tension, en tout cas. Si votre patron dit exactement la même chose que votre ordre professionnel, il n'y en a pas de conflit de loyauté. Mais s'il y a une petite tension, on vous demande de vous éloigner un peu, à ce moment-là, il y a un conflit de loyauté, puis il faut trancher. Puis voici quelques outils pour trancher. Dans le cours, on a vu qu'il y a, le premier, c'est la loi. Hein, la loi, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, il y a plusieurs lois qui vous rappellent que vous devez donner préséance, donc priorité, à votre ordre professionnel. Hein, les réponses, vous allez les trouver dans les lois qui encadrent la profession, le monde du travail. Plusieurs lois, on l'a vu dans le cours, mentionnent explicitement que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Hein, votre contrat de travail, c'est quelque chose, mais votre code de déontologie professionnelle et votre ordre professionnel vous donnent le pouvoir de donner préséance à vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, dans le code professionnel, explicitement, on mentionne que vous devez donner priorité, ou prioriser plutôt, votre ordre professionnel au détriment, peut-être, lorsque ça l'exige, de votre contrat de travail. Deuxièmement, la doctrine. Donc, la doctrine, là, ce sont les textes de juristes qui connaissent bien le système professionnel, qui se sont intéressés aux lois, aux règles, aux normes, aux jugements, les tribunaux. Donc, des fois, il y a des poursuites devant les tribunaux, puis les juristes s'intéressent à tout ça. Et dans le cours, on a vu quelques passages d'ouvrages de juristes qui se passionnent justement pour ces lois qui encadrent le monde du travail et l'exercice de la profession. Et tous les juristes pointent dans la même direction. Vous devez donner priorité à vos devoirs et obligations professionnelles envers devoirs et obligations professionnelles. Donc, la loi, le Code des professions, la doctrine, donc les textes d'analyse de ces lois-là, ça pointe aussi dans cette direction-là. Et enfin, la jurisprudence. Dans le cours, vous irez voir, j'ai cité quelques jugements devant les tribunaux où on voit ce genre de conflit de loyauté se retrouve devant les tribunaux et un juge va trancher à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il va trancher en disant que le professionnel doit d'abord donner allégeance à son ordre professionnel. Donc, il a, c'est vrai, des devoirs et obligations, des obligations contractuelles envers son employeur parce qu'il a un contrat de travail, mais il doit prioriser son allégeance envers sa profession parce qu'il a un code de déontologie professionnelle. Donc, plusieurs juges ont rendu des décisions en cette matière. Vous irez voir l'enregistrement de cours. Tous pointent dans cette même direction. Ton allégeance, tu la dois d'abord à ton ordre professionnel. Tu ne peux pas te contenter de juste dire « mon employeur me l'a demandé ». Au contraire, dans la loi, la doctrine, la jurisprudence, ce qu'on vous répète, ce n'est pas parce que ton patron te demande de poser un geste que tu dois le faire. En fait, ce n'est même pas une excuse ou une défense recevable devant des tribunaux pour dire à un juge désolé, je ne le savais pas, je ne connaissais pas mes droits, puis c'est mon employeur qui me l'a demandé. Non, c'est pas recevable devant une cour de justice. Au contraire, on vous rappellera que vous avez le devoir de protéger votre allégeance envers votre ordre professionnel, que cette priorisation, elle est dans les lois, elle est dans le discours des experts, elle est à chaque fois que ça se retrouve devant les tribunaux, on le rappelle aux professionnels concernés. Donc, allez lire ces jugements en matière de conflit de loyauté.
Si vous avez des besoins de jugement, d'ailleurs, je me permets de vous le dire dans vos TP, si vous avez besoin de jugement pour illustrer le genre de décision d'un juge face à des problèmes qui ressemblent aux vôtres, allez chercher des jugements. Vous en trouverez sur Canly, peut-être que c'est un bon outil, ou Sokige. Je ne sais pas si je le prononce de la même façon. Je les ai mentionnés dans l'enregistrement de cours. Je le mentionne aussi sur l'ENA du cours. Le but d'aller trouver des jugements devant des tribunaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes comme vous, face à des problèmes que vous pourriez rencontrer, qui se retrouvent devant un juge. Et un juge et les avocats concernés vont mobiliser toutes les normes et règles qui peuvent concerner qui encadrent, qui balisent ce genre de problème-là, puis de façon à aider le juge à rendre sa décision. Donc, lorsque vous lisez la décision du juge, vous voyez son argumentaire, vous voyez sur quelle norme il s'est appuyé. Donc, pour vous, c'est un bel outil là, si vous souhaitez donner un peu de rigueur et de substance au TP1 et éventuellement au TP2 plutôt. Pourquoi vous parlez du problème de conflit de loyauté, puis pourquoi je vous dis que c'est central dans l'exercice de votre profession? C'est parce que ça pose un problème réel aujourd'hui. C'est peut-être un des problèmes les plus criants aujourd'hui dans l'exercice de la profession, entre autres parce que même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointe dans la direction de votre allégeance envers votre ordre professionnel, en fait, il vous crie que vous devez donner votre allégeance envers votre ordre professionnel. La réalité, malgré ces normes, ces lois, sa jurisprudence, la réalité, c'est que la situation est beaucoup plus fragile. En fait, ce qu'on appelle l'identité professionnelle, celle qui devrait faire en sorte que vous devriez avoir tendance à privilégier votre ordre professionnel. La réalité, c'est que cette identité professionnelle, elle s'effrite, elle s'efface peut-être à long terme, il faudra voir, mais cet effritement apparaît dès les premières années de travail dans l'exercice de votre profession. En fait, dans les textes que je vous ai suggérés en accompagnement au cours, dans le rapport, c'est le rapport Bégin. Ça a été rédigé par des collègues que je connais bien. Bégin, Rondeau, c'est Luc Bégin, Danny Rondeau, Nicole Marchand aussi, qui avait travaillé sur ce rapport-là. C'est un rapport sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. On a vu ce rapport-là au module 7. Dans ce rapport, rappelez-vous, je l'ai cité en classe, on vous rappelle à quel point votre identité professionnelle s'effrite et peut-être beaucoup plus vite que le viaduc en question, là. Donc, ce qui s'effrite et ce qui risque de sombrer, là, si le viaduc peut vous servir d'image, là, c'est peut-être votre identité professionnelle. En fait, dans les extraits du rapport, je me permets de vous en citer un ici, on constate qu'après 1 an dans leur premier emploi, on parle de vous, là, on constate qu'après 1 an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients, qui est aussi leur patron, rappelons-le, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Après 1 an, dit-on dans le rapport. Après 1 an seulement de travail, tout à coup, ce qui était d'identité professionnelle est tassé, négligé. Puis, on sait qu'on a des devoirs envers notre employeur, on sait qu'on a un contrat de travail, mais le reste, ce que je vous ai expliqué, ça disparaît lentement, mais sûrement, en fait lentement, rapidement, après 1 an. Parce que pour bien être capable de résoudre un conflit de loyauté, il faut absolument être capable de reconnaître 2 identités. Hein, c'est sur ça que je travaille, là. Vous êtes un employé. Donc, votre première identité, celle qu'après 1 an, là, elle est forte, là, c'est que vous êtes un employé. Vous travaillez pour une compagnie que vous adorez. Bien, je vous le souhaite. Cette compagnie a ses valeurs, ses propres objectifs.
Souvent, ça rime parfaitement avec les vôtres, là, si vous avez fait un bon choix d'employeur, là, puis dans le contexte de travail où on a besoin de main-d'œuvre, là, gageons que vous aurez un bon employeur qui a un bon fit, un bon alignement, un bon arrimage avec vos propres valeurs. Donc, première identité, vous êtes un employé. Et deuxième identité, vous êtes un professionnel. Vous faites partie d'un ordre professionnel avec ses valeurs, avec ses visées. Puis en plus, ben, vous avez promis, avec une petite bague au doigt, de vous être engagé à défendre cet ordre professionnel. Pour qu'il y ait conflit de loyauté, il faut qu'il y ait reconnaissance de ces deux identités, deux rôles, employé et professionnel, deux documents normatifs, le contrat de travail, rappelons-le, et le code des professions. Et un des problèmes modernes, je dirais, dans l'exercice de la profession, c'est de choisir entre les deux. Dans le module 8, vous allez comprendre rapidement que juridiquement, puis je vous en ai fait un résumé, vous devez choisir le premier, votre ordre professionnel puis votre identité professionnelle, mais sociologiquement, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est l'effritement, sinon la disparition de votre identité professionnelle, puis après seulement quelques années de travail, seulement, là, on va le dire comme ça. Et tranquillement, dans ce cours et dans ce podcast, je souhaite faire grandir votre identité professionnelle. Vous me voyez aller, là, j'essaie de vous réconcilier avec l'histoire de votre profession, l'histoire de vos prédécesseurs, les valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession. D'ailleurs, j'aime bien le répéter dans ce cours, votre identité professionnelle, elle sera à son maximum à votre sortie de l'examen FI 3900. C'est vous dire, c'est vous dire à quel point elle ne sera pas très élevée, mais elle sera néanmoins à son maximum. Et peut-être accrue lors de la cérémonie du jonc, peut-être. Là. Ça dépend des âmes. Là. Il y a des âmes plus sensibles à ce genre de cérémonie. Mais je dirais qu'elle sera à son maximum, votre identité professionnelle, à la sortie du bac, dans les tout premiers moments où vous allez exercer votre profession. Puis, dans le rapport, on le voyait en question, là, dès la première année, dès que l'employeur est là, tranquillement, c'est plutôt cette identité-là là, qui va prendre la place et qui va tasser votre identité professionnelle. Et le problème, vous le voyez, il est important. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. C'est un problème important parce que sur le terrain, dès que vous avez un nouvel employeur, votre identité professionnelle laisse de plus en plus de place à votre identité corporative, peut-être, qui, elle, sera fusionnée à votre identité personnelle et gommera le conflit de loyauté en faisant tranquillement disparaître une partie du dilemme. C'est-à-dire que si au moins vous reconnaissez la pertinence du dilemme, il y a une identité professionnelle parce que vous allez être capable de la mettre en tension avec l'autre, avec votre identité corporative ou l'identité de votre employeur. Mais si vous ne voyez plus ou vous ne reconnaissez plus cette identité professionnelle, alors le dilemme aura disparu. Et lorsque ce sera le cas, le conflit de loyauté n'existera plus pour vous. Il existera de fait, mais vous ne le verrez plus. Ce sera bien ça le problème. Puis c'est ce que certains ingénieurs et professionnels ont compris parfois. Là, on a vu les exemples de la commission Charbonneau. Il y en a plusieurs que leur allégeance envers leur ordre professionnel, c'était leur identité professionnelle avait disparu depuis bien longtemps. Là. Ce qui existait, c'était d'abord leur employeur et surtout, dans certains cas, c'était leur propre identité ou valeur personnelle peut-être. Donc, identité professionnelle, conflit d'identité, conflit de rôle, de loyauté, ça fait partie des thèmes que je vais aborder avec vous au module 8. Si vous faites bien ça, avec l'écoute de ce podcast où j'en ai résumé une partie, si vous explorez un peu
l'enregistrement de cours, si vous allez voir les textes aussi vers lesquels j'ai pointé. À la fin du module 8, vous devriez être capable de reconnaître, identifier, parmi les problèmes éthiques rencontrés, le conflit de loyauté multiple. Hein, les explications que je vous ai données, entre autres dans ce podcast, ça devrait vous suffire à reconnaître un conflit de loyauté. Hein, si je vous dépeins une situation, je vous décris une situation, pensez-vous que c'est un conflit d'intérêt ou un conflit de loyauté? Êtes-vous capable de distinguer l'un et l'autre? D'abord, le conflit de loyauté. On verra le conflit d'intérêt un peu plus tard au prochain module. Deuxième objectif à la fin du module 8, expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels lorsque ces derniers sont aussi des salariés. Hein? Quel est le principal dilemme? Si j'y consacre un module à ce dilemme, c'est vous dire combien il est important. Le dilemme, c'est cette tension entre le statut de professionnel et le statut de salarié. Êtes-vous capable de nommer les deux documents normatifs en tension? Ben oui, je vais vous le dire. Code des professions, contrat de travail. Donc, c'est ça le principal dilemme là, qui est là. Êtes-vous capable de l'expliquer, de le reformuler? Là, c'est simple, c'est moi qui vous le formule. Mais idéalement, à la fin de ce module 8, vous devriez être capable de vous aussi l'expliquer à un de vos proches. Qu'est-ce qu'un conflit de loyauté multiple? Vous devriez également être capable d'identifier lorsqu'un professionnel est lié à un client par un contrat de travail. Ça c'est un autre objectif, là. Donc, identifier lorsqu'un professionnel est lié à un client par un contrat de travail, lorsque ce dernier est en tension avec les devoirs et obligations associés à l'exercice de sa profession, quels sont les devoirs qu'il doit considérer comme primordiaux? Hein, il y a cette hiérarchisation encore, là. On a des devoirs envers sa profession, on a des devoirs envers cet employeur, lesquels je dois prioriser, quels sont les devoirs et obligations qui sont primordiaux. Donc, je vous ai aidé, me semble-t-il, dans mon explication à vous aider à savoir quels on doit prioriser. Et j'ajoute dans ce dernier objectif du module 8, quelles sont les raisons. Hein, pour quelles raisons ces devoirs, ici, vous l'avez compris, c'est envers votre profession, pour quelles raisons ces devoirs envers votre profession sont primordiaux? Et ces raisons sont importantes. Être capable de répondre non seulement à la question « Qu'est-ce qu'un conflit de loyauté? » mais aussi « Pourquoi un professionnel salarié devrait-il choisir de prioriser l'un ou l'autre de ses statuts? » Je pense que celle-là aussi est importante comme question. Pas juste de dire, bon, c'est quoi un professionnel, c'est quoi un conflit de loyauté, mais pourquoi je devrais prioriser mes devoirs et obligations envers la profession plutôt que mes devoirs et obligations envers le client, qui peut être mon patron. Et je réponds à cette question, hein, comment prioriser, pourquoi, quelles sont les bonnes raisons. J'y réponds à la fin de l'enregistrement. Si vous allez voir la fin de l'enregistrement, je réponds à cette question, puis je me permets de la reformuler ici. Pourquoi prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession? La première partie de la réponse, c'est parce que le droit l'exige. Hein, la loi, la jurisprudence, la doctrine, les attentes sociales, morales qui sont intégrées dans les lois. Ces lois-là ne sont pas inventées de toutes pièces, là. Ce sont des attentes sociales et morales qui s'intègrent tranquillement, qui prennent la forme de normes puis qui s'installent de façon plus pérenne. Mais pourquoi devriez-vous prioriser vos devoirs envers la profession? Un, parce que le droit l'exige. Donc, je disais la loi, la jurisprudence, la doctrine l'exige. Parce que ces lois et jurisprudences sont justes. Ça fait partie aussi des raisons. C'est pas suffisant de juste suivre les lois, les règles, les devoirs et obligations, tout ça, les normes. Il faut aussi que ces normes, ces lois, ces règles soient justes. Hein, ça fait partie de l'équation parce que ces lois et jurisprudences sont justes. Donc, pour vous, c'est important de comprendre d'où
c'est quoi les objectifs desservis par ces lois et jurisprudences. Dans votre cas, c'est souvent l'intérêt public, donc elles sont justes dans cette mesure. Troisième raison, parce que ces attentes sociales et morales sont légitimes. Donc, ce n'est pas seulement des attentes sociales et morales qui ont été énoncées par un dictateur. Là. Non, elles ont été colligées tranquillement à travers un processus démocratique. Elles se sont tranquillement intégrées dans des normes, notamment parce qu'elles permettent de protéger la protection du public. Donc ça fait partie d'une autre raison. Et dernière raison, pourquoi devriez-vous servir vos devoirs et obligations professionnelles? Ben, je dirais parce que ceux et celles qui ont exercé avant vous cette profession trouvaient du sens dans cet engagement, mais surtout parce que vous y êtes personnellement engagé. Hein. Donc, dans l'exercice de la profession, vous avez vous-même fait cette promesse. Certains vont avoir une petite bague pour s'en rappeler, mais vous avez fait la promesse de défendre les devoirs et obligations professionnelles. Donc, les raisons là, pourquoi on doit suivre ou on doit prioriser votre allégeance à votre ordre professionnel, c'est avec ces 4 raisons-là. Là, je vous les ai données à l'audio, mais si vous voulez les retrouver à l'écrit, là, vous allez les retrouver à la toute fin de la présentation que j'ai faite en classe. Donc voilà, c'est le module 8, c'est le cours résumé que je vous en ferai. Conflit de rôle, conflit de loyauté, identité professionnelle, ça fait partie des thèmes que vous devez maîtriser d'ici la fin de votre module 8. C'est tout. Excellente semaine. On ne lâche pas. Restez prudents. Puis passez une excellente semaine de lecture et on se revoit très bientôt. Allez, bye bye. L'indice de la semaine, 2 documents normatifs sont en tension. Et pour avoir votre indice de la semaine, vous devez me dire les 2 documents normatifs qui sont en tension. Je les ai mentionnés à quelques endroits dans le podcast, mais cette fois, je ne vous donne pas explicitement la réponse. Vous devrez me la formuler. 2 documents normatifs en tension. Quels sont ces 2 documents normatifs en tension lorsque vous avez un conflit de loyauté multiple? Allez, ciao!